je m'appelle donc Philippe Collin, j'ai 43 ans, je travaille essentiellement à la radio sur France Inter depuis presque 20 ans maintenant. J'ai produit beaucoup d'émissions sur Inter, voilà. J'ai aussi travaillé pour Arte, pour des magazines culturels, pas mal liés à la pop culture on va dire, mais ancienne, un peu vintage. Voilà, et puis j'ai donc écrit un premier scénario de bande dessinée, mis en dessin par Sébastien Goethals aux éditions Futuropolis, qui s'appelle Le Voyage de Marcel Grob. J'ai beaucoup porté par exemple sur Inter la bande dessinée, j'ai reçu beaucoup d'auteurs depuis 20 ans à la radio. Mais surtout, je suis persuadé que c'est un médium qui a encore plus d'avenir qu'on ne le dit, dans le sens où dès le départ j'ai voulu faire une bande dessinée, parce que aujourd'hui c'est un ou peut-être même le dernier médium transgénérationnel. Quand j'étais gamin dans les années 80, on regardait la télévision avec mes parents, dans le salon, dans une vraie télé, avec mon petit frère, et le lendemain en général au bahut, on avait vu les mêmes programmes la veille. Donc on en parlait au collège, ou même les parents à la machine à café, j'imagine. Aujourd'hui, c'est fragmenté les pratiques culturelles. Les gamins sont plutôt sur des tablettes, pour faire des caricatures, hein. La mère va lire un roman encore, elle, le père peut lire encore L'Équipe par exemple, et les grands-parents peuvent encore aller au cinéma, ou voir la télé dans la télé. Et donc c'est fragmenté. Aujourd'hui, le médium qui permet l'échange entre générations, c'est la bande dessinée. Et je suis sûr que ce sera encore mieux dans les années qui viennent. Parce que aujourd'hui, mais pas depuis hier hein, déjà, mais elle se lance des défis, la bande dessinée, de traiter tous les sujets. Et ça va continuer. Et donc ça veut dire qu'on va intéresser de plus en plus de public. Et avec l'espoir qu'un grand-parent en offre à ses petits-enfants ou l'inverse. Et donc dès le départ je voulais ça, et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que depuis 3 mois qu'on tourne en France, il y a en effet des gens de 15 ans qui achètent l'album pour eux, mais aussi pour dire ah, c'est pour papa pour Noël. Mais il y a des grands-parents qui arrivent avec 3 albums et qui disent en fait c'est pour mes petits-enfants. J'offrirai ça à mes petits-enfants pour Noël, il y en a 3. Et ben ça, j'aurais fait un roman, je suis sûr que ça ne marchait pas. Donc, et donc j'y tiens vachement parce que je trouve que c'est un médium d'avenir. Et qui est plus, alors que c'est quand même florissant, que depuis 20 ans elle a explosé la bande dessinée au bon sens du terme. Mais à mon avis c'est que le début. Le Voyage de Marcel Grob, donc ça raconte l'histoire d'un jeune Alsacien qui est né en 1926 et qui est intégré de force dans l'armée allemande en juin 1944. Donc c'est au départ une histoire à travers un personnage, mais qui raconte finalement le destin de 130 000, ce qu'on appelle donc les malgré nous, Alsaciens et Mosellans, qui ont été annexés de force en juin 40 par le Troisième Reich et qui à partir de 1942 vont devoir porter l'uniforme allemand contre leur volonté pour les 90% d'entre eux. Une petite majorité a signé un engagement volontaire, mais ils sont 7 à 8 000 sur les 130 000. Et donc en fait ça raconte le récit de 3 gamins, dont celui de Marcel Grob, qui était mon grand-oncle, et qui raconte voilà, comment une jeunesse peut être prise au piège de la guerre et se retrouve à devoir faire la guerre sous un uniforme qui n'est pas leur nation, et à devoir participer à des choses assez atroces, alors qu'en fait ils n'en ont ni la conviction ni le désir profond. Et donc c'est l'histoire d'un piège en fait. C'est raconter un piège et qui va au-delà de l'Alsace. C'est en fait en gros c'est qu'est-ce que c'est qu'avoir 17 ans dans la guerre, quelle qu'elle soit finalement. Marcel Grob, je l'ai très bien connu enfant et adolescent. C'était mon grand-père de remplacement, parce que mon grand-père est mort quand j'avais 1 an. Et on s'était su qu'il avait fait la guerre du côté allemand. Hein, mais plus dans la Wehrmacht que dans la Waffen-SS. Ce qui est très différent, parce que la Wehrmacht c'est une armée régulière, et la Waffen-SS c'est une armée politique fanatisée de soldats volontaires, qui prêtent allégeance à Hitler jusque dans la mort. Et en fait, à l'âge de 20 ans, en 95, moi quand j'avais 20 ans, j'ai découvert que mon oncle n'était pas dans la Wehrmacht mais dans la Waffen-SS. Ce qui était très différent, parce que ça sous-entendait un engagement volontaire. Donc j'ai beaucoup questionné Marcel pendant 2 ans, pour qu'il m'explique. Vous savez, à 20 ans, on n'aime pas trop le gris, on aime plus le noir et le blanc. Hein, on aime bien, on est vindicatif, on veut des réponses à ces questions. Et je m'y suis très mal pris, parce que Marcel n'a pas voulu répondre à mes questions, il s'est agacé, il s'est énervé, il s'est tu. Et j'ai pris ces 2 ans infructueux dans la discussion comme un aveu de culpabilité. Donc j'ai rompu avec Marcel en 97. Et je ne l'ai jamais revu, puisqu'il est mort en 2009. Et je ne suis pas allé aux obsèques parce que je ne voulais pas aller aux obsèques d'un SS. Et mais en 2012,
un peu par hasard, j'ai découvert, on m'a transmis un dossier militaire et un soldebook, un livre de solde. C'est une sorte de carnet très précieux que chaque soldat allemand avait en sa possession, qui est une mine d'or d'informations. Et très vite, j'ai compris que j'avais fait une erreur, parce que le livret racontait que Marcel avait été en relais de force, comme les 130 000 autres Alsaciens, et notamment 10 000 Alsaciens mosellans de 17 ans avaient été offerts, entre guillemets, par le préfet nazi à Himmler, qui est le patron de la SS, pour aller se battre soit à l'Est contre les Russes, soit en Italie du Nord contre les Alliés qui remontaient de la Sicile à partir du printemps 1944 pour les enrôlés de force alsaciens. Et du coup c'était assez effroyable pour moi parce que je me suis aperçu de mon erreur de jugement et de mon erreur d'appréciation. Donc je me suis dit que j'allais essayer de raconter une histoire pour réparer les choses à l'égard de Marcel, déjà à mon égard, enfin, demander pardon. Et après en fait parler de l'histoire de tous ces gamins. Des 10 000 dans la Waffen-SS, mais des 130 000 dans la Wehrmacht aussi, parce qu'ils ont été pris au piège comme les autres. Et puis après, avec Sébastien Goethals, on s'est dit, en fait, peut-être qu'on peut écrire un album qui raconte aussi ce que c'est qu'une guerre en général. Et par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 3 mois qu'on tourne, on nous parle beaucoup de la guerre d'Algérie, en disant, moi je ne suis pas Marcel Grob, je n'ai pas été enrôlé de force dans l'armée allemande, mais on m'a forcé à faire la guerre en Algérie. La loi française imposait à beaucoup d'hommes d'aller maintenir l'ordre en Algérie. Et il y a vachement de vieux monsieur de 70-80 ans qui nous ont dit mais en fait moi je voulais pas aller me battre en Algérie et j'avais pas le choix. Et en fait on était assez contents avec Sébastien parce que du coup le récit va peut-être au-delà justement de l'Alsace et se dit qu'est-ce qu'on doit faire chacun d'entre nous face à des situations qui nous sont imposées par l'histoire et qui rentrent dans notre quotidien, face à des choix moraux très forts. Parce qu'un déserteur de l'Algérie, il allait en prison. C'est pas rien, enfin, c'était une vie gâchée, on ne va pas déserter. Et donc on peut dire que parfois, voilà, beaucoup d'anciens de l'Algérie nous disent mais en fait moi je suis un malgré nous. Alors c'est pas tout à fait historiquement vrai évidemment, mais du coup c'était intéressant. Ça s'appelle Marzabotto, le patelin italien. En fait c'est un chapelet de village, ça a duré 8 jours. Ce que je sais c'est que Marcel y était. Ça je le sais. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. Mais en fait à partir de ce moment-là dans l'histoire, ce n'est pas très grave, dans le sens où Marcel incarne cette jeunesse alsacienne kidnappée par le régime nazi. D'ailleurs, kidnapper, c'est vraiment ça, parce que napping, enlèvement, kid, enfant, c'est kidnapping, c'est vraiment un enlèvement de l'enfant à son milieu familial. Parce que l'enjeu de ce récit aussi, c'est de dire qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Marcel, parce que ces gamins, s'ils ne se présentaient pas à la convocation militaire, toute leur famille était déportée à l'Est. Donc on mettait en péril les petits frères, les petites sœurs, les parents, les grands-parents, même en cas de désertion une fois intégrés. Donc c'était un vrai piège. Mais donc je sais que Marcel était à Marzabotto, dans son bataillon 35, et que le major Raeder, qui est un psychopathe, un officier autrichien nazi, authentique, le manchot, il avait perdu un bras à Kharkov, qui est un type qui avait mis en place des procédures de violence, d'ultra-violence sur le front de l'Est. Il arrive au front de l'Ouest, donc en Italie, et donc il va réitérer ses pratiques d'ultra-violence, notamment pour terroriser les civils. Donc ça veut dire, en fait c'est Oradour-sur-Glane, hein, pour comprendre les choses rapidement, on comprend dès qu'on a dit ce mot. Mais il sait qu'il a avec lui des jeunes hommes qui sont en relais de force. Lui il le sait. Alors il dit à son état-major, ils ont le double S sur le col des chemises, ils ont le groupe sanguin tatoué sous le bras gauche qui était réservé au SS parce que troupe d'élite, ils ont prêté serment mais sont-ils vraiment Waffen-SS? Et donc il dit en fait on va leur imposer la part du sang, c'est une terminologie SS, qui est de voir jusqu'où on est SS, ça veut dire est-ce qu'on sait tuer des gens. Donc il a pris le bataillon 35, pour les emmener à Marzabotto, massacrer les populations civiles italiennes, et pour voir si ces gamins étaient capables d'eux. Évidemment, dès les premiers jours, il y a des gamins qui n'y arrivent pas, et qui veulent se défiler, et qui tirent au-dessus des pelotons par exemple. Et dès le premier jour, il y a un officier SS qui voit un Alsacien tirer au-dessus. Donc il le prend, il le met à genoux, et il l'exécute d'une balle dans la tête. Et il dit à tous les autres gamins alsaciens, le prochain qui participe au massacre, voilà le sort qui lui est réservé. Alors, quand je dis que je ne sais pas ce que Marcel a fait à Marzabotto, c'est sûr.
Mais ce qui s'est passé pour ces gamins alsaciens à Marzabotto, c'est le réel. Donc avec Sébastien Goethals, on a pris un choix de récit, c'est de montrer Marcel qui lance une grenade, et il n'y a pas de contre-champ, c'est hors champ la grenade, qui arrive à sa destination. C'est que oui, il a participé à ce massacre sans doute, dans quelle proportion on n'en sait rien. Je ne voulais pas inculper Marcel davantage. Donc je ne l'ai pas mis dans un peloton à tirer sur des civils, on l'a mis à lancer une grenade. Mais comme sans doute plein ont dû le faire. Et il se peut même que Marcel soit allé plus loin contre un, mais j'en sais rien. Donc on a pris une sorte d'entre-deux, où on a montré le massacre de manière assez sobre d'ailleurs. Et Marcel évidemment prend part à ce massacre, mais comme une allégorie de ce gamin alsacien qui incarne tous les autres. Voilà, c'est ce qu'on avait fait comme choix de récit qui permet à la fois d'être près du réel, mais d'avoir recours à la fiction aussi. C'est très vrai, c'est-à-dire que évidemment que c'est le cas, vous savez, un système totalitaire, et Daesh est un système totalitaire, ça commence toujours par dévorer sa jeunesse. C'est ce qui s'est passé en Allemagne nazie, en Italie fasciste, en Union soviétique. On a recours aux jeunesses, parce qu'on les manipule, on les forme, c'est facilement manipulable à un enfant ou à un adolescent. Donc c'est toujours comme ça. Donc en fait, et là ça me touche ce que vous dites, parce que c'est une histoire encore une fois qui part d'un cas particulier dans une région, mais la vocation qu'on avait avec Sébastien, c'était de raconter une histoire universelle qui touche tout le monde. Et par exemple, pour être dans le concret d'aujourd'hui, à Strasbourg, le jour du lancement de l'album, on a fait le lancement à Strasbourg, il y a un vieux monsieur qui nous a raconté une histoire au début que j'ai trouvé un peu étrange et qui m'a fait un peu peur, je vais raconter rapidement, mais qui me pose beaucoup de questions depuis, j'y pense quasiment tous les jours. Il me dit, je vais vous dire ce que c'est qu'un malgré nous. Et pour ça, je vais vous parler de Charlie Hebdo. Et je me dis, oh là, où est-ce qu'on part? On va comparer deux choses qui ne sont pas comparables, ça m'a fait un petit peu peur. Les Daesh ne sont pas nazis et inversement. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il va me raconter? Bon. Et voilà l'histoire. Il me dit, le jour de Charlie Hebdo, les frères Kouachi entrent dans l'immeuble avec 2 kalachnikovs. À midi, Coco, la dessinatrice, sort de la rédaction pour aller récupérer sa petite fille à l'école. Elle croise dans l'escalier les frères Kouachi avec les kalachnikovs. Elle a peur, elle comprend très vite ce qui est en train de se passer. Et les frères Kouachi lui demandent où est la rédaction de Charlie Hebdo. Ils ne savent pas où c'est. Il y a 3 étages dans l'immeuble et Coco les amène au 3e pour gagner un peu de temps parce que la rédaction est au 2e étage. Et elle ne sait pas quoi faire, elle panique. Donc elle monte au 3e. Une fois au 3e, il n'y a pas Charlie Hebdo. Donc il la menace avec les kalachnikovs et elle finit par dire c'est au 2e. Donc tout le monde redescend au 2e et là les portes sont blindées parce que Charlie est déjà menacé et il y a un code à faire. Et les frères Kouachi demandent à Coco de faire le code. Et Coco fait le code. Les frères Kouachi entrent, on connaît la suite. Le vieux monsieur me dit, est-ce qu'on a dit que Coco était collabo de Daesh? Et j'ai trouvé ça très juste, parce qu'en fait, est-ce qu'on peut dire que les gamins pris au piège des nazis, est-ce qu'ils étaient nazis, collabo des nazis? Quand on parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que Coco aujourd'hui, elle vit avec ça pour toute sa vie, traumatisme. Sa petite fille à l'école allait chercher, c'est la famille, vous voyez ce que je veux dire, tout d'un coup, elle a dû se poser 1000 fois la question, en 2 minutes. Mais elle a fait le code. Et il m'a posé la question devant tout le monde à Strasbourg, est-ce que vous auriez fait le code, vous, monsieur Collin? Ben, j'ai pas fait le malin. Parce que je dis oui, sans doute que j'aurais fait le code. Sans doute que 98% des gens feraient le code parce qu'il y a l'instinct de survie. Mais quand on est pris au piège d'une Kalachnikov, qu'on a peur, qu'il y a une petite fille à l'école, on fait le code. Même s'il y a les copains derrière qui sont massacrés après. C'est affreux, mais c'est le réel. Et quand on parle d'universel et de quotidien, voilà des choses qui remontent à 2015. Alors c'est un cas particulier, mais je trouvais sa comparaison vachement intéressante. Ce Coco était piégé. Et elle a fait le code qui a donné l'accès à la rédaction. Voilà, et ça raconte aussi un peu ça, cette histoire finalement. Alors en fait, oui, on a un nouveau projet avec Sébastien Goethals, toujours chez Futuropolis. Donc on va refaire un album historique. Ce que je peux en dire en 2 mots, mais sans trop en dire, parce que je garde ça comme un secret, mais c'est que ce sera un album qui va se passer dans les années 70, et encore en lien avec l'Europe, évidemment. Ça me tient très à cœur, cette histoire européenne. Donc c'est encore en lien avec l'Europe, et c'est aussi encore en lien avec l'Europe plutôt à l'Est. On va dire que l'Allemagne est la porte d'entrée de l'Europe de l'Est. Et on va être encore vers une Europe Mitteleuropa, et voilà, qui est un album qui me tient très à cœur, parce qu'il pourra d'une certaine manière
faire écho à celui-ci. Voilà, c'est un autre trajet, un autre destin, une autre personne prise au piège aussi d'une situation. Oui, parce qu'en fait, ça me porte depuis que je suis enfant. Je suis passé par l'université d'histoire, j'ai fait des études d'histoire, et je trouve que la bande dessinée offre un vecteur formidable pour transporter la mémoire. Voilà. Et moi je pense que on vient tous de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Toutes les familles d'Europe, au Danemark, à Angoulême, en Roumanie, en Angleterre. Toutes les familles ont une histoire à raconter. Et il faut savoir d'où on vient. Hein. L'Europe est menacée de plein de périls, de tensions, d'injustices, de tentations, d'extrémisme. Mais pourtant, l'Europe c'est sublime, si on sait la protéger. 70 ans de paix et de démocratie. Voilà ce que c'est que l'Europe. Donc moi ça me tient beaucoup à cœur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Il ne faut pas oublier qu'il y a 70 ans, l'Europe était à feu et à sang, avec 60 millions de morts. Voilà. Pour la Seconde Guerre mondiale, j'entends. C'est un champ de ruines, l'Europe en 1945. Un champ de ruines, avec des populations civiles massacrées, des juifs exterminés, des soldats qui vont rester prisonniers pendant 10 ans à l'Est. C'était ça l'Europe. Ouais. Mais on a fait autre chose de l'Europe, et donc ça me tient très à cœur d'essayer de dire aux gens, attention, oui, réfléchissons à des solutions meilleures, mais ne soyons pas tentés par des choses qui paraissent faciles et expéditives, parce que ça peut nous mener vers des grands périls. Et donc ça me tient à cœur, très à cœur. C'est presque une mais c'est en fait, c'est comme si chacun était un peu responsable de la situation. Finalement, tu es européen, je suis européen, tout le monde est. En fait, chacun peut faire un petit bout. Moi, c'est très modeste, hein. C'est un album de bande dessinée, voilà. Mais on peut tous faire un peu quelque chose d'un point de vue individuel. Alors, il faut être très honnête. En fait, j'avais fait une première mouture qui était un peu plus heurtée. Et Sébastien Goethals, il a eu la grande générosité de m'apprendre beaucoup de choses. On a repris le texte ensemble. Et mais tu vois là, je peux pas le dessiner ça. Ça je peux, ça c'est super, ça va pas. Et on a redéconstruit, on a gardé la trame. Et là où il y avait des soucis, il m'a appris à écrire pour la bande dessinée, avec la grammaire qui va avec. Et je lui en suis très reconnaissant parce que c'est une générosité. C'est un cadeau de dire bah voilà, je vais t'expliquer comment. Moi j'ai 20 ans de dessin. Voilà, il y a des choses que tu sais faire, d'autres que tu sais pas faire parce que tu n'as pas fait. Et donc il m'a appris des choses que j'ai trouvées, notamment le pouvoir de l'ellipse par exemple. Voilà, au cinéma c'est plus compliqué, bon, parce que je viens plus d'une histoire d'une image qui bouge que d'une image qui bouge pas. Et Sébastien m'a appris le pouvoir de l'ellipse en bande dessinée. Comment la fluidité vient aussi de ce pouvoir-là de l'ellipse. Voilà. Et ça, Sébastien il m'a appris plein de choses, beaucoup de choses. Donc on a repris ce récit ensemble et on a avancé, on a fait un scène à scène très détaillé. Vraiment c'était très écrit, c'est-à-dire que c'était vraiment très très détaillé, mais c'était hyper important parce que du coup j'ai vachement appris. En tout cas notre échange il est plus efficace aujourd'hui qu'il n'a été au départ, parce qu'au départ moi je déboulais et lui était à la fois très passionné par les émotions et le récit que je voulais raconter, mais un peu inquiet parce que là il y a des trucs qui vont pas, il faut qu'on les regarde ensemble. Et je pense qu'il avait peur que je m'offusque de devoir couper des scènes par exemple, etc. Et tout, je dis Seb, ce qui m'intéresse c'est que le livre il rencontre un public. Donc si tu me dis que c'est mieux comme ça, on va faire comme ça, tu vois. Donc, et c'est toi qui sais, moi je sais pas, moi j'arrive de l'extérieur, tu vois. Donc apprends-moi les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Donc on a sur le second sur lequel on travaille, j'ai encore besoin de lui. Donc j'ai encore des faiblesses, j'ai encore des erreurs. Mais c'est vrai que du coup je comprends mieux ce qu'il veut me dire et j'ai essayé de corriger le tir. Je lis à peu près tout. Je peux lire du Tardi si on parle de mémoriel, voilà. Je peux lire du Davodo évidemment, dans le côté un peu BD reportage, mais je peux très bien lire aussi du comics américain, enfin pas du comics américain, de la BD indépendante américaine, tu vois. Je peux être plus, je suis pas trop comics, en fait c'est pas ma culture pour le coup ça. Après peut-être que je suis pas assez fort. Est-ce que Crump peut du comics? Je crois pas, mais voilà. Mais j'ai plutôt été porté par ça. Voilà, je suis plutôt un enfant de Maus. Voilà, Spiegelman pour moi est un génie absolu. C'est facile à dire, mais c'est la réalité. Et j'ai revu Maus il y a quelques semaines. Mais là tu restes dans le mémorial. Hein. Oui, ça c'est vrai, bien sûr, pardon. Mais Crump c'est pas du mémorial par exemple. Crump c'est autre chose, voilà. Mais par exemple, j'aime beaucoup Chris Ware.
Flower par exemple. En fait, il y a un nom qui m'échappe, ça me saoule. Tu sais, il y a un type qui est de Chicago qui a écrit une BD que j'adore qui s'appelle Toxic, qui est une sorte de dérivé de Tintin. J'ai oublié le nom du mec, j'ai honte. Un peu trash. Oui, un peu trash, et il y a 3 tomes. Tu sais, le premier, c'est une sorte de Tintin et Paul Mystérieuse, mais qui est dérivé, qui est un gros champignon là. Ça, je trouve ça dément. Je trouve ça dément, et c'est pareil. Il y a Black Hole aussi que j'adore comme bande dessinée, qui est pas du tout historique ou voilà, mais donc non, je lis des choses très différentes, mais je lis pas que de la bande dessinée non plus. Je lis aussi d'autres choses. Je suis pas enfermé dans la bande dessinée parce que je trouverais ça aussi idiot. Donc de faire que de la bande dessinée, enfin, de lire que de la bande dessinée. Un auteur de bande dessinée? Ouais, plutôt. Ben, je te l'ai dit. Hein. Non, Spiegelman. Ouais, Spiegelman parce que je pense hein, sans trop m'avancer, mais que ça restera Maos une œuvre majeure de la seconde moitié du XXe siècle. J'en suis sûr et certain. Voilà. Puisque sous un trait enfantin de dessin, hein, de souris, de chats, de cochons, comme un conte avec des animaux, il retranscrit toute la violence et toute l'effroi de cette Seconde Guerre mondiale à travers le peuple juif, pour le coup. Hein. Mais et avec en plus son regard à lui, à New York, avec l'échange de son père, et je trouve et c'est le premier à avoir fait ça. Et il y a longtemps. Donc un immense précurseur qui se dit je vais raconter la Shoah en bande dessinée, mais ça je sais pas, Mao c'est les années 80 si je dis pas de bêtises à peu près. Mais c'est fou quand on y pense, c'est fou. Et il a le prix Pulitzer, et voilà. Et je pense qu'il a fait beaucoup pour la bande dessinée en général, pour qu'elle sorte du registre enfantin entre guillemets dans le cliché qu'on connaît tous. Voilà. Il a fait beaucoup. Tout d'un coup, avec un truc, il arrive et tout le monde est genre non. Voilà, j'adorerais être dans sa tête. Voilà, parce que je trouve que c'est fortiche, quoi. Franchement, c'est fortiche.